Voilà, aujourd'hui on va parler du processus électoral, de doutes sur sa crédibilité. On a suivi des kits électoraux qui ont été découverts dans une voiture qui s'est dirigée vers Chikapa. Beaucoup de kits électoraux et d'autres kits ont été découverts au niveau des Kwilu et la réaction. Plusieurs personnes ont réagi par rapport à ça. Nous allons essayer d'en parler avec le professeur Fernand Kimwanga. Bienvenue. Merci. Vous êtes président des DBG, c'est ça? Non, DBC. DBC, voilà. DBC, ça veut dire... Dynamique pour le bien-être des Congolais. Voilà, dynamique pour le bien-être des Congolais. Vous êtes président, vous êtes de l'Union Sacrée. Oui, oui. Vous aviez rempli toutes les conditions. Oui, oui, toutes les conditions. Nous sommes un parti officiellement reconnu. Mais là, cette fois-ci, vous acceptez que l'Union Sacrée soit muée en parti, en plateforme électorale. Électorale, oui, pour porter président de la République à son deuxième mandat. Vous parlez du président de la République à son deuxième mandat, il faut le processus électoral. Il y a un problème là de crédibilité. Dès lors qu'on découvre des kits électoraux dans des conteneurs chez les individus, et ce sont les individus de l'Union Sacrée. Vous ne voyez pas que ça remet en cause la crédibilité de ce processus? Vraiment, non, je ne peux pas dire que ça remet totalement en cause la crédibilité, mais ce sont vraiment des gestes véritablement à éviter. À éviter, pourquoi? Parce que pour les gens qui nous regardent et pour tous les Congolais, en voyant ce genre de kits dans des conteneurs, dans des véhicules privés, ça laisse planer les doutes sur l'issue réelle des élections. Donc vous allez comprendre avec moi que la DBC est un parti qui est très réaliste. On ne peut pas vraiment cautionner ce genre de choses. Ce que nous voulons, c'est que les meilleurs l'emportent. Les meilleurs, ça veut dire les meilleurs élus. Ceux qui ont l'ancrage électoral meilleur gagnent au lieu de procéder par de telles manières. Parce que je dois vous dire moi-même, quand j'ai vu ces images, j'étais abasourdi. J'étais abasourdi parce que je ne pouvais pas m'imaginer. Parce que là, nous sommes en train de parler de la crédibilité accordée. Jocelyn, regarde bien vos thématiques accordées, regardez bien, et puis, oui, allez-y. Oui. Oui. Oui, mais c'est ça. Mais la crédibilité à accorder au processus où déjà il y a des signes annonciateurs de quelque chose, c'est vraiment une crédibilité qui commence à perdre sa toute valeur. Et aujourd'hui, je suis un peu content du fait que le président de la CENI ait réagi très rapidement. Parce que sinon, ça entamerait sa crédibilité. Nous connaissons ce qu'il vaut, le monsieur Denis Kadima, au regard de toute son expérience électorale, mais il ne faudra pas que ce genre d'actes viennent entacher sa crédibilité. Et en plus, ce sont les cadres de l'Union Sacrée. Ce qui fait mal, c'est ça aussi. L'Union Sacrée. Et puis, il y a même des personnalités qui sont doigtées, qui sont indexées. Et ça fait mal. Mais les personnalités vraiment... Et d'autres, même d'autres ministres. Oui, mais... On a dit au niveau des Kwilu, là, c'est un ministre. Ah mais oui, mais c'est pourquoi nous appelons à la justice de faire son travail. Parce que dans toute logique possible... Si au niveau de l'environnement, il peut y avoir des histoires. Les matériels de la CENI devraient être conduits et escortés par la police nationale et arriver à bon port. Mais dès lors qu'on trouve qu'il y a eu déviation, c'est déjà en d'autres termes ce que nous pouvons appeler le détournement. Nous pouvons appeler le détournement des kits électoraux. Et le procureur de la République doit s'en charger parce que ça va de la crédibilité du processus électoral. Voilà, du processus électoral. Maintenant, aujourd'hui, si c'était l'opposition qui a fait ça, vous allez voir comment ça allait être votre réaction par rapport à ça. Non. C'est pourquoi nous sommes de la DBC et nous sommes de l'Union Sacrée. Nous condamnons cela. Je pense même le chef de l'État, là où il n'est pas content parce que c'est l'homme de la démocratie, l'État de droit. Comment voulez-vous instaurer un véritable état de droit lorsqu'il y a de tels actes qui se perpètrent dans un pays dit démocratique? Nous, on ne peut pas vouloir. Nous voulons que les meilleurs gagnent. Malheureusement, avec ce genre d'actes, vous allez trouver d'autres imposteurs qui vont se réveiller et devenir... Là, il y a 3 cas. Oui. Le premier cas au niveau de Kwilu, plus de 300 cartes vierges. Il y a un nom d'un ministre qui serait cité. Deuxième cas au niveau du Kasaï. Plusieurs cartes vierges. Un nom d'un ministre qui serait cité. également. Au niveau de Chikapa, un autre cas.
et cette fois-ci, c'est un député de l'Union sacrée. C'est qu'il y a une fraude en masse qui est en train d'être préparée. Ça, ce sont ceux qui sont découverts. Alors, pour ceux qui ne sont pas découverts, comment ça se fait? Non, mais c'est ça, c'est l'angoisse. Parce que nous sommes un parti de la population. Parce que c'est vraiment, Jean-David, c'est vraiment l'angoisse. Toute l'angoisse est là. Parce que les gens vont travailler alors que les fainéants politiques vont rester derrière ces détournements. Moi, j'ai aimé tout simplement la réaction rapide du président de la CENI. Parce qu'il fallait qu'il prenne les taureaux par les cornes. Parce qu'avec cette histoire, s'il était resté silencieux, il cautionnerait ces genres d'actes. Et comme il appelle à ce que les responsabilités soient établies, je voudrais véritablement que ces responsabilités ne puissent être établies que par le procureur général de la République, qui nous suit en ce moment-là, qui doit prendre. Parce qu'on ne peut pas tolérer de tels genres d'actes. C'est inconcevable. Dans une république qui se veut démocratique, ce genre d'actes devrait prendre fin et cesser immédiatement. Parce que ça découragerait. Parce que là, vous imaginez, il ne s'agit que de l'enrôlement. Enrôlement, il y a des cartes vierges. Alors, comment ils ont eu ces cartes vierges? C'est en complicité avec certains cadres de la CENI. Ah ben oui, mais c'est pourquoi le président dit qu'il faudrait que les responsabilités soient établies. Parce qu'il ne s'agit pas de la responsabilité des gens qui ont amené les cartes. Il s'agit de la responsabilité des agents et cadres de la CENI qui ont fait sortir ou fuiter ce matériel. Là, finalement, quelle confiance on ferait encore à ces gens? Le président de la CENI devrait taper du poing sur la planche. Et s'il faut qu'il y ait des suspensions, il faudrait qu'il puisse y en avoir. Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre comment la CENI est sécurisée. Que tous ces matériels sortent et quittent Kinshasa, se diriger dans 3 directions différentes. Et puis, il y a des gens. Et puis, quand on cite des gens, parce que moi, je ne suis pas venu ici citer le nom des gens, on cite un ministre, non, je vais pas mais citer. moi, je voudrais tout simplement que tous ceux qui sont impliqués dans cette bavure électorale soient interpellés. Voilà tout ce que je demande. Parce que nous, la DBC, nous nous engageons et chaque jour, nous haranguons les foules et nos bases. C'est pour la victoire réelle et certaine. Mais nous pouvons vouloir accepter que, comme je venais de le dire tantôt, que des imposteurs. C'est ça le nom qui convient à ces gens-là. Les imposteurs politiques viennent véritablement vouloir ravir la vraie volonté du peuple. Avec ça, vous ne donnez pas raison à ceux qui appellent au boycott de ces processus. Parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas du sérieux. Si déjà, au niveau de l'enrôlement, il y a ces cas, et ces cas qui sont portés à la place publique, que dire maintenant du processus en soi? Ou du vote déjà? Non, Jean-David, mais le pourcentage est de combien? Non, mais les pourcentages, ce sont des cas qui ont été découverts. Non, mais que nous condamnons, vraisemblablement, bien nous les condamnons. Mais le pourcentage... Il faut sanctionner aussi. Le pourcentage est de combien? Oui, sanctionner. Le pourcentage est de combien? C'est que si nous voulons, parce que tout processus électoral, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, la vieille démocratie et consort, je dois vous dire la vérité, il y a des couacs qui arrivent. Mais généralement, on évalue le couac pour que le pourcentage ne soit pas très important pour que s'entament les résultats réels des élections. Mais dès que, comme nous sommes encore au début de ces bavures, il faudrait que le président de la CENI arrête. Fasse arrêter cela. Heureusement, il a condamné. Ah, heureusement pour nous, parce que heureusement pour nous, la DBC et le peuple congolais, le président de la CENI a pris conscience que ce sont des choses qui terniraient non seulement l'image de son institution, mais sa propre image. Et il fallait condamner aussitôt et remettre la volonté de tout cela entre les mains de la justice afin que les choses... Mais je dois vous dire la vérité, heureusement que ça intervient au niveau de l'enrôlement et que d'autres étapes du processus soient encore en train d'être entrevues. Je pense que la CENI va se ressaisir pour que ce genre de pratiques ne soient plus vues et connues. Alors, les élections au niveau des coins à problème, là où il y a des conflits au niveau des Rutshuru, au niveau de Massissi, vous ne voyez pas que la situation risque de s'envenimer avec ce qui se passe comme situation sécuritaire? Bon, c'est vrai, ce qui est sûr, c'est toujours difficile d'organiser les élections dans un pays en conflit. Ça, c'est vrai. Parce que d'abord, l'accessibilité dans ces zones en conflit pose problème. Mais le chef de l'État veut que tout Congolais vote. Parce que exclure les gens du vote, c'est aussi une discrimination constitutionnelle.
Alors ce qu'il faudra faire, c'est quoi? C'est permettre à cela. Il faut qu'on fasse concourir. Si avant les élections, on ne parvient pas à déloger les M23 de nos terres occupées, il faudrait impérativement faire concourir une certaine diplomatie afin que tout le monde vote. On peut recourir à la MONUSCO, on peut recourir par exemple à la force régionale, on peut recourir pour que tout le monde vote. Qu'ils aient voté même dans des coins ou dans des coins occupés par les M23. Oh, mais quand ils n'occupent pas le territoire du Rwanda, c'est le territoire du Congo. Mais là où ils se trouvent, ce sont des Congolais qui y sont. Mais les mêmes Congolais ont droit de voter. Comment devrons-nous refuser? Parce que le chef de l'État voudrait. C'est vrai, c'est une question de temps. Cette histoire de Kagame et cette histoire de M23, c'est une histoire de courte période maintenant. Parce que bientôt, là, on va mettre fin. Courte période? Ah, mais oui, je vous dis la vérité. Avec la libéralisation de la politique d'acquisition des armes. Aujourd'hui, vous avez senti les M23 à Plerniche. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il y a la force de feu au niveau de FARDC. C'est vrai, lorsque nous allons dans cette logique-là, c'est pourquoi l'autre fois je vous avais dit, on doit laisser la distraction de la EAC. Parce que allons dans la frappe, frappons-les et délogeons-les. Si à un certain moment on sent qu'il est difficile qu'ils partent tous, alors nous allons chercher à jouer sur la diplomatie. Et cette diplomatie fera que en 2018, d'ailleurs, il y a eu des zones en conflit qui ont voté. Mais parce qu'à l'Est, il y avait toujours la guerre. Il y a eu les zones en conflit qui ont voté. C'est grâce à cette diplomatie-là, mais nous mettons d'abord la frappe avant. Et lorsque nous sentons que nous les avons délogés, mais il y a quand même une partie de la population qui est encore assiégée par des forces négatives, qu'est-ce que nous ferons? Nous allons recourir à la diplomatie pour que chaque Congolais vote. Mais jusque-là, vous privilégiez la frappe, mais comme si sur terrain, cette frappe-là ne produit rien. C'est depuis le mois de juin que Bunagana est entre les mains du M23 et ils sont en train d'avancer, alors que le peuple congolais veut certainement avoir une même mise sur toutes les terres conquises par l'ennemi. Jean-David, c'est depuis quand que cet embargo, ce fameux embargo a été levé? C'est depuis quand? On nous a laissé souffrir avec notre armée comme si toute la communauté internationale était d'accord des morts et de multiples morts, des déplacés, des viols. On nous a laissés dans ce gouffre-là. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient servir les maîtres. Demain d'ailleurs, je ne sais pas si vous permettez que j'annonce, j'ai une grande conférence que je tiens à l'université Révérend Kim sur les enjeux socio-économiques de la guerre de l'Est et la nécessité de se choisir des meilleurs dirigeants. Parce que nous estimons qu'il n'y a que des meilleurs dirigeants qui puissent permettre à ce que cette guerre se termine. Pourquoi nous disons meilleurs dirigeants? Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État a compris qu'il y avait pratiquement l'infiltration dans notre armée. C'est vrai, chaque fois quand je dis ça, vous dites que nous voulons trop nous victimiser. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Lorsque vous voyez des généraux qui livrent les secrets militaires au camp ennemi, vous pensez vraiment que celui-là c'est militaire? Non, il n'est pas militaire. Il est agent secret de l'autre camp. Et dans ce genre de choses, nous avons démantelé petit à petit. Je vous dis, cher Jean-David, que les choses marcheront très bien. Mais aussi, le fait qu'on ait levé cet embargo a permis déjà dans peu de temps au gouvernement d'acheter ou d'acquérir des matériels militaires très importants et imposants. Aujourd'hui, les gens se disent les hélicoptères, les avions de chasse. Mais avant l'embargo, on n'en avait pas. Avant qu'on lève l'embargo, on n'en avait pas, M. Jean-David. Aujourd'hui, nous les avons grâce à cette levée. Et nous espérons que bientôt, là, notre territoire sera réellement, l'intégrité sera rétablie. D'élever cette mesure des notifications, c'est une manière aussi de tourner les dos au Rwanda, une manière pour la communauté internationale d'être d'appuyer la RDC dans sa guerre contre le Rwanda. Nous n'avons pas besoin qu'on tourne le dos au Rwanda. Vous voulez attaquer? Nous n'avons besoin que l'intégrité territoriale de la RDC soit respectée. Que la communauté internationale continue à entretenir les relations avec le Rwanda, mais c'est dans son petit territoire, c'est mieux. Mais nous allons, grâce à cette levée-là, la RDC va se doter des meilleures armes possibles pour que l'intégrité telle que définie avant l'indépendance soit
maintenue comme telle. Est-ce que, bon, voilà, vous ne voyez pas, voilà, l'intégrité, oui. Vous ne voyez pas qu'il y a déjà un schéma. Lequel? Un schéma qui est en train d'être tracé par le Rwanda, Oui. ainsi que certaines communautés, avec en complicité avec certaines multinationales. Oui. Ils étaient au niveau de Rutshuru. Après Rutshuru, donc ils ont fait une diversion de ne pas attaquer, Goma. Ils vont vers Massissi. Et Vers Sake. voilà, vers Sake. Vous ne voyez pas que c'est un plan tracé qui veulent certainement arriver à un certain temps. Ils disent, bon, nous allons occuper cet espace et puis c'est fini. Nous n'allons plus attaquer. Vous restez avec votre Goma. Nous, on reste avec cette partie du territoire national. Jean-David, je dois vous dire la vérité. Cet esprit-là de la balkanisation au Congo, ça ne passera jamais. Nous avons une fibre patriotique. Ça veut dire de l'Équateur au Katanga. Du Katanga à la grande province orientale. Et du Nord Kivu à Kinshasa. Et vers le centre. Nous avons cette fibre patriotique-là. À aucun temps, nous n'accepterons cela. C'est vrai, la diversion, c'est quoi? Ce qu'ils veulent, ce n'est pas de s'arrêter là. Leur volonté, c'est la prise de Goma, M. Jean-David. La prise de Goma. Oui, la prise de Goma. Alors vous ne voyez pas que c'est les AC qui... Et dans tous leurs calculs, Jean-David, dans tous leurs calculs, ils ne pensaient pas arriver en ce moment sans la prise de Goma. Ils ont rencontré une résistance farouche. Et cette grâce à l'EAC que vous non, l'EAC c'est une force passive. Oui, grâce à l'EAC. Nous, la DBC, nous sommes contre cette force. Pas contre pour la chasser. Nous demandons au chef de l'État de pouvoir faire tout pour que cette force, soit elle devient offensive, soit elle rentre chez elle. Et nous dotons au FARDC les moyens nécessaires pour se débarrasser de cet ennemi. Mais moi, ce que je dis, c'est quoi? Qu'ils passent par Sake, ce n'est pas un problème. Hier, ils étaient pilonnés. Mais ils étaient pilonnés où? C'est dans les Bassissi. Mais ils vont encore trouver un autre point parce que partout ils passeront. Ils ont tenté à Kichanga. Kichanga est comment maintenant? Ils se sont allés cantonner dans le camp de la MONUSCO. Mais s'ils sont forts, ils allaient déloger véritablement les FARDC là-bas. Donc, le Rwanda, qui est leur mentor, n'a pas les troupes comme la RDC. C'est comme ça que le Rwanda a du mal à avancer. Même avancer, ça sera difficile. Parce que normalement, quand il avance trop, il se vide. Alors, il y a des loups à côté du Rwanda. Il y a le Burundi, il y a l'Ouganda. Il ne peut pas vider son territoire et laisser le territoire avec la police. Donc, il doit maintenir un certain équilibre de troupes armées chez lui, mais il ne saura pas aussi monter. Parce que je dois vous dire la vérité, l'opinion publique ougandaise commence à se poser mille et une questions sur la présence de troupes ougandaises chez nous. Ils veulent que les Ougandais soient protégés par les forces. Et aujourd'hui, il n'y a plus cette synchronisation des forces IPDF et PRDF. Donc aujourd'hui, nous allons voir que le Rwanda sera asphyxié et le Rwanda sera bloqué. Et ce que nous voulons maintenant, c'est l'accroissement de la force de fait des FARDC. Ben, on ne peut pas vouloir se défendre sans matériel. C'est comme ça que je loue la clairvoyance du chef de l'État de pouvoir doter les FARDC de ce moyen dont ils ont besoin. Oui. Malgré quoi, M. Jean-David, voilà, et jusque-là, malgré tout ce que vous dites, l'EAC est toujours sur les sols congolais. Et d'ici là, il y aura les déploiements des autres nations. Au niveau de l'EAC, le Burundi qui s'est déjà déployé, les Sud-Soudan et d'autres. Vous ne voyez pas que malgré tout ce que vous faites, la République démocratique du Congo veut toujours continuer avec l'EAC. On a suivi même le ministre des Affaires étrangères, Lutundula, qui a parlé que pour le moment, l'EAC ne va plus partir. Non, mais vous savez, un homme prudent joue la carotte et du bâton. La carotte et le bâton. Parce que en matière militaire, il y a aussi ce que vous venez de dire tout à l'heure, la diversion. On ne peut pas vouloir se retirer de l'EAC, c'est ouvrir un grand boulevard au Rwanda. Il faut que nous soyons là où les choses se décident dans la sous-région. Comme ça, nous sommes en mesure de contrecarrer. Vous imaginez ce que le Rwanda a subi comme opprobre en Éthiopie? En Éthiopie. Ah, mais au sommet de l'UA. Oui, de l'UA.
Mais Kagame était muselé. Il était seul. Ah oui, seul. Parce que le président... Il dit quand il s'est retrouvé là-bas, c'est comme si les Congolais avaient boutiqué les choses, voilà. et que tout le monde parlait contre le Rwanda. Voilà pourquoi je dis que le président de la République, c'est un fin diplomate. Généralement, on ne peut pas, même pour le maïs, on ne l'obtient jamais en un seul jour. Il faut attendre 3 mois. Donc les effets de la bonne diplomatie, nous allons les sentir. Aujourd'hui, on nous avait cet embargo, les gens disaient que ce n'était pas un embargo. Mais ça n'était. Parce qu'on ne pouvait pas acquérir facilement les armes. Mais grâce à la diplomatie, même la France a pu intervenir pour qu'il y ait cette levée. Moi, je vous dis, petit à petit, on va finir avec l'hégémonie de Kagame dans la sous-région. Et les seuls pays, comme le maréchal Mobutu le disait... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous rassure? Parce que sur le terrain, ce n'est pas ce que vous dites qui est constaté. Mais Jean-David, depuis la levée de le système de notification, vous avez entendu le M23 avancer? Ils n'avancent plus. Par contre, ils sont en train de reculer. Ils sont en train de reculer, pourquoi? Parce qu'ils sentent une résistance farouche. Mais s'ils sont forts, et que le Rwanda a mesure de faire quoi que ce soit, qu'ils viennent déloger, qu'ils viennent seulement parce qu'ils sont autour du camp de la MONUSCO, qu'ils viennent faire partir les FARDC. Ils ne peuvent pas. Et nous disons, leur seul problème, sont les minéraux. Parce qu'aujourd'hui, je dois vous dire la vérité, il y a asphyxie totale de l'économie rwandaise. Je vais parler de ça demain, en démontrant chiffre par chiffre. Asphyxie. Mais asphyxie, l'industrie de transformation des raffineries d'or qui a été montée là-bas, manque de minéraux. Parce que nous, maintenant, nous sommes redevenus exportateurs d'or. Pourquoi? Parce qu'il y a un président de la République qui pense que les minéraux du Congo devraient revenir aux Congolais. Mais c'est vrai. Il y a aussi des gens, quand on dit le minerai du Congo devrait revenir aux Congolais, mais il y a des gens qui s'évertuent dans la corruption, dans le détournement de l'argent issu de ces minéraux-là. Ce sont des gens à abattre, comme les traites du M23. Voilà, comme les traites du M23. Alors, puisque nous parlons de la crédibilité, ceux qui sont à Rutshuru, ceux qui sont à Masisi, qui doivent certainement voter, qu'est-ce que vous les rassurez par rapport au processus électoral? Non, déjà, ces bavures en amont du processus nous aide à corriger les tirs. Parce que ce n'est pas normal d'avancer dans la mauvaise direction, surtout que les indicateurs montrent que vous êtes en train d'aller dans la mauvaise direction. Alors, ce que je peux dire aux compatriotes de l'Est, que le président de la République s'engage, et s'est engagé, à organiser les élections pour l'ensemble de sa population. Et que nous ferons tout. Et d'ailleurs, la preuve est que vous avez vu, jusque-là, le déploiement des kits se fait partout. Pourquoi? Parce que nous tenons à ce que chacun s'enrôle. Et même dans les cas de réfugiés, on a mis des kits, mais avec contrôle pour savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Bien que nous, la DBC, nous sommes contre, pratiquement, nous fustigeons le comportement discriminatoire. Parce que ce n'est pas le fait d'être un Tutsi qu'on est Rwandais. Parce qu'il y a des Tutsis qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur pays. Mais maintenant, le fait tout simplement de vouloir les harceler, les maltraiter, ça donne une seconde voie au Rwanda, qui est un pays qui se victime toujours. Et il se victime en vendant l'acharnement sur la minorité Tutsi. Alors nous devons éviter de tomber dans leur piège, comme je vis au Katanga, comme je vis aussi ailleurs. Nous, la DBC, nous disons, c'est vrai, si on dit que c'est un Congolais, il doit s'amener, s'il n'a pas de carte de 2018, il doit s'accompagner avec des témoins. Merci. Ce sont des témoins qui allégueraient que ce monsieur est Congolais, au lieu de passer par des actes pareils, parce que ça ne marche pas en notre faveur. Merci beaucoup, professeur Fernand Kimwanga. Oui. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Grâce à Lambo. Il sera 19h à Kinshasa, 20h dans l'Est de la RDC. Portez-vous très bien et à très bientôt.